puisque ce vocabulaire est mis sous le signe des transformations et des écarts à l'intérieur du travail de Foucault, j'aimerais attirer votre attention sur deux définitions de politique qui sont données dans les cours Sécurité, territoire, population et Naissance de la biopolitique. Les derniers mots de Naissance de la biopolitique résument un cadre théorique à l'intérieur duquel est consacrée une définition de politique. Je cite ce cadre et cette définition. Et ce sont tous ces différents arts de gouverner, ces différents types de manières de calculer, de rationaliser, de régler l'art de gouverner, qui, en se chevauchant les uns les autres, vont faire, en gros, l'objet du débat politique depuis le XIXe siècle. Qu'est-ce que la politique finalement, sinon à la fois le jeu de ces différents arts de gouverner, avec leurs différents index, et le débat que ces différents arts de gouverner suscitent. C'est là, me semble-t-il, que naît la politique. Naissance de la biopolitique, page 316-317. Toutefois, quand on lit le cours de l'année précédente, on voit que son éditeur, Michel Senlard, a trouvé dans les manuscrits quelques phrases que Foucault a renoncé à lire et qui véhiculent une définition fort différente. Je cite : « L'analyse de la gouvernementalité implique que tout est politique. Il s'agit de dire plutôt : rien n'est politique, tout est politisable, tout peut devenir politique. La politique n'est rien d'autre, rien de moins que ce qui naît avec la résistance à la gouvernementalité, le premier soulèvement, le premier affrontement. » Sécurité, territoire, population, page 409. Or, non seulement ces définitions supposent des perspectives divergentes, mais encore elles se trouvent séparées par un choix réel. Foucault a préféré en donner une et passer l'autre sous silence. Pourquoi ? On voit qu'il s'agit d'un silence de Foucault sur ce qu'est la politique, alors que la politique constitue, dans le cas présent, le cadre de sa réflexion. Il n'est donc pas question d'un silence mineur, ni sur le plan historico-philosophique de la recherche, ni sur le plan pratique des expectatives des auditeurs du Collège de France, dont beaucoup avaient des préoccupations et des engagements sociaux actifs. Si c'est donc pour eux que parle Foucault, pourquoi préfère-t-il l'une des définitions à l'autre ? Pour répondre à cette question, j'aimerais recourir au principe symptomal de Louis Althusser. Ma suggestion est que quelque chose est présent dans les découvertes déclarées de Foucault, mais y est présent d'une étrange absence. Le défi que je lance est donc d'embrasser, par rapport à la politique, ce qui est présent et ce qui est absent du discours de Foucault, et quelles sont les raisons qui expliquent cette présence absente. En d'autres termes, il n'est pas mon objectif de blâmer Foucault pour un silence qui serait une erreur, et j'entends montrer que ce silence est tout sauf une erreur, puisqu'il est en réalité une découverte fondamentale. Mon but est d'assumer explicitement cette découverte pour en extraire quelques conséquences. Une fine lectrice de Foucault, l'historienne Deborah Cohen, se sert d'une expression intéressante pour désigner le rapport de Foucault aux luttes qui ont traversé l'histoire de la société et de la pensée. Lisant ces deux cours au Collège de France, elle parle d'une agonistique masquée. Elle veut dire par là que dans ses reconstitutions, Foucault nous procure souvent des indices de bataille théorique et même corporelle, dont étrangement il hésite à assumer la portée de manière radicale. Les deux définitions de politique sont à cet égard éloquentes. La première définition, sur le jeu des différents arts de gouverner, est, si je peux m'exprimer par une métaphore, civilisé, c'est-à-dire compatible avec l'existence et le fonctionnement réglé d'institutions qui administrent la chose publique. Par contraste, on pourrait considérer la seconde définition, toujours dans le même registre métaphorique, comme sauvage, dans la mesure où elle se soustrait au jeu des arts de gouverner et n'obéit plus à ses règles. Aussi Foucault emploie-t-il les mots de soulèvement et d'affrontement. Ici, la politique n'est plus un jeu, elle devient un heurt, un choc. Il nous fournit ainsi une définition institutionnelle et une anti-institutionnelle. Dans le premier cas, les actes politiques sont des mouvements
réalisés sur le terrain des arts de gouverner, tandis que dans le second cas, ils sont des irruptions qui mettent en cause la stabilité même de ce terrain et, avec elle, celle des joueurs qui se positionnent d'une manière ou d'une autre à l'intérieur de l'espace que ce terrain circonscrit. On pourrait peut-être éclaircir la différence entre le jeu et l'affrontement à l'aide d'une autre paire conceptuelle, celle d'agonisme-antagonisme. En m'inspirant de travaux de la politologue belge Chantal Mouffe, je distinguerai l'antagonisme qui a lieu entre des ennemis, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas d'espace symbolique commun, et l'agonisme qui implique un rapport entre des adversaires, des gens qui sont des amis, écrit Chantal Mouffe, parce qu'ils partagent un espace symbolique commun, mais aussi des ennemis parce qu'ils veulent organiser cet espace symbolique commun de manière différente. Jusqu'à un certain point, cette relation entre agonisme et antagonisme coïncide avec celle qui s'établit entre les définitions de la politique comme jeu et comme soulèvement. De fait, sur le terrain de jeu, il n'y a pas d'ennemis, mais uniquement des adversaires. Ou bien ils acceptent les règles, ne serait-ce que pour mieux tenter de les subvertir de l'intérieur, ou bien ils ne pourront pas jouer. C'est ce qui arrive dans l'espace de débat politique, tel que Foucault en parle, débat qui relève d'un terrain symbolique partagé. En revanche, dans la définition tue, la résistance prend la forme du soulèvement et de l'affrontement, par conséquent du heurt violent qui précisément met en cause l'existence d'un terrain commun. Néanmoins, ce rapprochement s'arrête lorsqu'on retrouve le vocabulaire de l'ami et de l'ennemi, impropre, semble-t-il, à saisir ce que Foucault appelle l'affrontement. En effet, pour quelle raison accepterions-nous qu'un soulèvement populaire qui s'oppose violemment à un certain art de gouverner soit considéré comme une manifestation ennemie, à moins de prendre le parti de ceux qui voient dans ce soulèvement une menace à la stabilité du jeu auquel ils jouaient, avec plus ou moins de tranquillité. En tout cas, une chose est sûre, la politique de l'affrontement est la plus antagonique des deux. Plus exactement, elle est antagonique, tandis que la politique du jeu, ou si l'on veut par une inversion révélatrice, le jeu de la politique, est agonique. On comprend alors qu'en laissant en suspens la voie de l'antagonisme, en faisant silence sur la politique comme soulèvement, Foucault masque ce qui nous semble être un versant essentiel de son travail, celui qui consiste à ouvrir des espaces pour la rébellion dans la pensée et l'action. Autrement dit, en taisant la définition de politique comme soulèvement, Foucault renonce à franchir le pas vers le terrain de l'antagonisme, vers le non-terrain de la différence radicale. Lui, qui a donné tant de preuves de hardiesse, recule finalement devant la conclusion à laquelle le mouvement de son travail l'avait lui-même conduit. Encore une fois, pour quelle raison ? Il me semble que cette raison n'est pas si mystérieuse qu'on pourrait le croire. Foucault lui-même nous donne la réponse avec le détail suivant. Il la donne 6 ans plus tard et dans un autre contexte. Lors d'un entretien de 1984, intitulé « L'éthique du souci de soi comme pratique de la liberté », il affirme qu'il a, je cite, « toujours été un peu méfiant à l'égard du thème général de la libération, dans la mesure où il risque de renvoyer à l'idée qu'il existe une nature ou un fond humain qui s'est trouvé, à la suite d'un certain nombre de processus historiques, économiques et sociaux, masqué, aliéné ou emprisonné dans des mécanismes et par des mécanismes de répression. Dans cette hypothèse, poursuit Foucault, il suffirait de faire sauter ces verrous répressifs pour que l'homme se réconcilie avec lui-même. C'est pourquoi j'insiste plutôt sur les pratiques de liberté que sur les processus de libération. » Fin de citation. On sait combien Foucault a des raisons de se méfier. La libération en tant qu'étape à la portée de l'homme a servi dans l'histoire de prétexte pour des injustices et des crimes. Néanmoins, il accorde dans la même interview que la liberté est parfois la condition politique ou historique pour une pratique de la liberté. Comme dans le cas de la sexualité, où il a fallu un certain nombre de libérations par rapport au pouvoir du mal pour que de nouvelles questions et pratiques aient pu prendre forme.
Quelles conclusions en tirer? Sur l'avers de la médaille, on lit la méfiance à l'égard du thème de la libération en général. Sur son revers, la reconnaissance de l'importance de libération concrète. Bien entendu, il n'existe entre ces deux aspects aucune contradiction, mais plutôt une compatibilité facile à comprendre. Pourtant, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est de reconnaître que la politique comme affrontement n'a pas inéluctablement à reprendre le projet d'une libération générale, comme dans un choc dans lequel s'engagerait une lutte définitive. Or, il semble que c'est là la pierre d'achoppement de Foucault. S'il déclare que la politique n'est plus du jeu, mais de l'affrontement, alors quelqu'un pourra suggérer qu'il découle de ces leçons le besoin de faire de la grande politique, c'est-à-dire le grand soulèvement, en un mot, la révolution. Peut-être Foucault l'aura-t-il pensé par moments. Son départ pour l'Iran comme reporter afin de rendre compte de la révolution des ayatollahs aurait-il en partie été motivé par cette intuition? Toujours est-il que ceux qui lisent aujourd'hui le discours de Foucault à la fin des années 70 ne peuvent manquer de voir combien les temps ont changé. Ce changement ne démentit pas la leçon de Foucault. Le rêve de la grande libération est un cauchemar dans la pratique et une erreur dans la théorie. Mais ce même changement nous convie à regarder à nouveau les soulèvements et à repenser la définition de la politique comme affrontement. C'est pourquoi nous sommes sensibles à ce que Foucault a écrit, même s'il ne l'a pas dit. Comprenons bien, en raisonnant de la sorte, nous ne contrarions aucunement Foucault. D'une part, nous ne reviendrons pas à la conception d'une libération générale de l'homme. D'autre part, c'est Foucault lui-même qui a répondu par la négative à la question de savoir s'il est inutile de se soulever. À ses yeux, le soulèvement est utile et il est même urgent lorsque la dignité d'homme et de femme est foulée aux pieds. Et, d'autre part encore, nous ne faisons rien de plus que de prendre au sérieux son intuition explicite, quoique jamais développée, de la politique comme soulèvement. Toutefois, la prendre au sérieux implique d'admettre ceci. Il y a de la politique lorsqu'il y a du soulèvement. Et inversement, quand il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de politique, mais seulement du jeu et du débat entre différents arts de gouverner. Alors, en accord avec la définition secrète qui nous incombe de révéler, la politique n'est ni ce jeu, ni la gouvernementalité autour de laquelle le jeu se déroule. La politique est ce qui arrive lorsqu'on dit non au jeu, et il est alors indifférent de savoir si ce non vient de l'intérieur du terrain de jeu prononcé par ceux qui rompent avec lui, ou bien de l'extérieur du terrain prononcé par ceux qui y assistent seulement, sans pouvoir ou sans vouloir entrer en lui. Voilà. Merci.